Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, bon, on ne peut pas lire depuis là où vous êtes, mais j'ai pris un t-shirt à l'effigie de Bernard Maris, qui a été tué chez Charlie le 7 janvier 2015. Et Bernard Maris faisait partie du directoire de la Banque de France. Et il disait que les banques créaient de l'argent à partir de rien, ex nihilo, que c'était ça le métier de banquier, et que c'était très difficile à comprendre. Moi, j'aimerais savoir dans la salle, est-ce que vous êtes tous au courant que les banquiers, que les banques, créent de la monnaie, créent de l'argent? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ignoraient parmi vous? Comme ça, on sait sur quelle base on commence. Très bien. Alors, je vais vous faire une petite citation de Henry Ford, un industriel états-unien de la fin du 19e siècle, qui disait « Il est appréciable que le peuple de cette nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire, car autrement, nous serions confrontés à une révolution avant demain matin. » Des citations sur la création monétaire, il y en a plein, mais je trouvais que celle-là, elle était assez emblématique. Alors je vais vous expliquer, vous connaissez déjà le principe, mais je vais essayer de développer comment les banquiers créent la monnaie, et puis quels sont les effets les plus délétères de cette création monétaire. Et ensuite, j'aborderai un petit peu l'initiative Monnaie Pleine, qui est une initiative qu'on a votée en Suisse, dont François est l'un des initiants, et qu'on va probablement remettre sur le métier bientôt. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'elle proposait, pourquoi elle a été combattue, et puis voilà. Alors, la création monétaire, comment les banquiers créent la monnaie? D'abord, il faut savoir que la monnaie, elle se distingue en deux catégories. On a la monnaie numéraire, qui sont les pièces et les billets, et on a la monnaie scripturale, qui est l'argent des versements, des virements, notre argent électronique. En fait, les pièces et les billets ne sont que des contreparties de la monnaie scripturale créée par les banques. Alors les banques, comment elles créent la monnaie? Donc juste pour vous donner l'ordre de grandeur, il y a à peu près 90%, 90% de la monnaie qu'on a dans notre économie en circulation qui est de la monnaie scripturale, donc la monnaie électronique, et seulement 10% qui circule sous forme de pièces et de billets. Alors comment elles font? Comment une banque peut concrètement créer de la monnaie? Elle le fait de trois façons principales. La première, c'est pour payer ses employés, pour payer des salaires, pour payer les bonus des banquiers. Elle crée simplement, elle écrit des chiffres sur le compte de ses employés. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est en achetant des titres financiers ou des devises étrangères, des actions, des obligations, des produits dérivés, des actifs, en fait, qu'on peut appeler des actifs, qui permettent ensuite de spéculer en bourse. Notamment, vous avez sûrement entendu parler de Jérôme Kerviel, qui avait fait perdre à la Société Générale 5 milliards d'euros. Et en fait, c'est parce qu'il avait créé 50 milliards d'euros à partir de son ordinateur, qu'il avait acheté des titres, des actions notamment, et qu'il les avait revendus moins cher. Et du coup, il avait perdu, la valeur des actions avait perdu 5 milliards d'euros. C'est pour ça que la banque s'est trouvée en faillite et a demandé renfort à l'État français. Donc ça, c'est les trois façons de créer la monnaie. Et aussi, une indication qu'il est important de connaître, c'est que quand vous mettez votre monnaie, votre argent, votre salaire par exemple, sur un compte en banque, cet argent ne vous appartient plus. Il est officiellement, formellement, propriété de la banque. Donc si elle fait faillite, elle n'est pas tenue de vous le rembourser. Malgré le fonds de garantie, si vous voulez, on pourra développer la pseudo-couverture bancaire, monétaire pour couvrir les cas de faillite des banques. Mais vous avez suivi en 2008, tous les États du monde ont dû renflouer leurs banques, sous prétexte d'un crash économique avec tous les gens qui allaient perdre leur argent. Parce qu'effectivement, une banque en faillite, et votre argent est disparu. Donc à partir de ces fondamentaux-là, pourquoi est-ce vraiment un problème le fait que les banques créent la monnaie? Parce qu'on pourrait se dire, bon, il faut bien que quelqu'un la crée, cette monnaie. Alors la première chose, c'est que les banquiers décident en fait de ce qui va exister, de ce qui ne va pas exister, en accordant par exemple des crédits. Elle va par exemple décider qu'on peut financer des armes, on peut financer des guerres, on peut financer des voitures à essence, on peut financer des forages de pétrole. En fait, tout ce qui est plus ou moins conforme au système actuel dans lequel on vit. Mais elle pourra refuser peut-être un projet de ZAD, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, celle-là, dans lequel on pourrait construire des jardins partagés en permaculture sans pesticides, des maisons avec des matériaux écologiques, isolants, avec un recyclage de l'eau, avec, pourquoi pas, un revenu de base inconditionnel. Enfin voilà, tous des projets qui finalement permettent l'émancipation de la population,
et le détourne de la consommation marchande dans laquelle on est plongé actuellement. Donc elle décide de ce qui existe, de ce qui n'existe pas. La deuxième chose, c'est que avec ces crédits, avec ces intérêts, parce que ce que je ne vous ai pas dit, mais on le sait tous, quand on demande un crédit à une banque, la banque ne nous demande pas simplement de restituer la somme qui a été créée, en fait, qui a été créditée. Moi, je n'appelle pas ça un prêt, parce que pour moi, un prêt, on prête quelque chose qui existe. Mais moi, si je crée quelque chose de nulle part, je ne peux pas vraiment l'appeler un prêt. Donc, je vais rester sur le terme de crédit. Mais quand la banque nous demande de restituer, je préfère rembourser, restituer la somme d'argent qui a été créditée sur mon compte, elle demande ensuite des intérêts. Donc en fait, elle demande de l'argent en plus de ce qui a été créé. Donc mathématiquement, on comprend assez vite qu'il n'y a pas assez d'argent créé pour payer les intérêts. Donc pour qu'il y ait de nouveau assez d'argent pour payer ces fameux intérêts, qu'est-ce qu'on fait? On doit se réendetter derrière. Et c'est pour ça que tout le monde, les États, les personnes, le monde entier est endetté. La dette mondiale est actuellement de 3 fois le PIB mondial. Et tout le monde est endetté. Mais c'est juste un système mathématique. Et puis, le problème aussi, quand on rembourse les dettes, quand on rembourse, en fait, on restitue l'argent qui a été créé par les banques, la banque, elle détruit cet argent. Autant elle peut le créer quand elle fait le crédit, autant quand on restitue le montant du crédit, je ne parle pas des intérêts là, je parle que du montant qui a été crédité, il est détruit. Et en fait, si on remboursait toutes les dettes, non seulement il n'y aurait pas assez d'argent pour les payer, puisqu'il y a les fameux intérêts, mais en plus, il n'y aurait plus d'argent. Il n'y aurait plus d'argent dans l'économie. Donc on voit assez bien que ça bloque le système économique. Quand il n'y a pas d'argent dans l'économie, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'a plus d'argent pour faire des transactions, on n'a plus d'argent pour payer les gens, et puis du coup, il y a une récession, ça s'appelle une récession. Et là, les gens, ils sont licenciés, les entreprises licencient, il y a du chômage qui augmente. Mais en fait, c'est simplement systémique. Il y a un troisième aspect qui est aussi... Rafi, tout à l'heure, tu parlais juste, je finis avec l'endettement, ça m'a fait penser, mais les agriculteurs. Il faut savoir qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France à cause du surendettement, à cause de ce mécanisme d'endettement inique, en fait. Alors, en plus des suicides, du stress, des intérêts qu'on doit toujours payer en plus, et du coup de la concurrence qu'on a les uns envers les autres, puisqu'il faut toujours aller chipper de l'argent par-ci par-là pour finalement rembourser ses propres dettes avec les intérêts, on a aussi cette sacro-sainte croissance. Vous avez déjà entendu parler de la croissance. On nous dit qu'il faut de la croissance pour vivre. Mais en fait, la croissance, c'est quoi? C'est simplement une augmentation du PIB, donc l'augmentation de la valeur de ce qui est produit à force de notre travail, nos ressources, enfin les ressources de la nature. Et finalement, la croissance, elle sert à payer les fameux intérêts, à toujours engranger plus de PIB. Alors la croissance, ça veut dire plus de travail, ça veut dire plus de travail pour nous, ça veut dire plus de destruction, plus de pollution, ça veut dire l'extinction des espèces, ça veut dire... Enfin, c'est très destructeur, la croissance. Et ça, c'est simplement une histoire de règles comptables, en fait. Après, on se rend compte aussi, ça c'est un truc intéressant à vivre, on organise parfois un jeu qui s'appelle le jeu de la monnaie. Et dans ce jeu, on expérimente 4 systèmes économiques différents. Et parmi ces 4 systèmes économiques, il y a le système actuel. Et on se rend compte des comportements qu'on adopte pendant ce jeu. Et il se trouve que durant la phase qui correspond à notre système actuel, les gens commencent à être cupides, individualistes, à essayer de piquer, voler, mentir. Et c'est qu'avec ce système-là que ça induit ces comportements-là. Donc on se rend compte que même à cause de cette création monétaire ex nihilo par les banques, ça a un effet sur nos comportements et notre façon d'être. En fait. Je vous épargnerai le mécanisme de détail des crises et des bulles financières. La récession, je vous en ai parlé un petit peu, mais on sait très bien que ce sont des véritables fléaux pour notre bien-être. Et là, on en a une qui est en train de se créer, qui va bientôt, à mon avis, arriver à son terme. Mais c'est de nouveau des effets de cette création monétaire ex nihilo par les banques. Le chômage, j'en ai parlé un petit peu. Et puis, ça creuse également les inégalités entre les riches qui ont déjà de l'argent, qui n'ont pas besoin de s'endetter et qui peuvent éventuellement prêter de l'argent aux autres, et les pauvres qui, eux, doivent s'endetter, payer des intérêts, payer des frais bancaires, des agios et tout ce qui s'ensuit.
Je Donc, peux ça, t'interrompre pour une le seconde, mécanisme, bien parce sûr. qu'au niveau de la bulle financière, Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait 94% de bulles financières de rien, comme dirait Macron, c'est sur ça. rien, et le reste en chiffres réels. Est-ce que c'est vrai? En fait, c'est pas sur rien. Une bulle, c'est simplement un gonflement artificiel de la valeur d'un titre financier. Alors, si tu lui accordes, si tu estimes qu'une action elle va valoir 10 000 fois son prix, bah, tu fais gonfler la bulle. Et il y a aussi une autre bulle, bon, je ne sais pas si ça sera très clair, mais les banques, elles peuvent se vendre des titres financiers et à chaque fois qu'elles se les vendent, elles créent la contrepartie dans leur bilan de ce même titre financier. C'est pas forcément très clair, mais en fait, ça permet de multiplier l'argent, enfin, les titres. Ça multiplie les titres, mais en fait, il y a un titre qui peut être basé que sur la dette que tu as envers la banque, mais qui a été refilé de banque en banque. Donc, du coup, il représente, pour telle banque, il représente 1 million, pour l'autre banque, il représente aussi 1 million, pour une autre banque, ça représente encore 1 million. Finalement, tu te retrouves avec 10 millions qui finalement représentent juste ta dette. Et si tu ne la payes pas, évidemment, ça fait un effondrement en cascade. Et c'est ce qui s'est passé avec la crise des subprimes, en fait. C'est des pantalons à une jambe. C'est des pantalons à une jambe de Jacques Attali. C'est fait pour être vendu, mais c'est pas fait pour être porté. C'est exactement ça. Donc ça, c'est le mécanisme, en gros, de la création monétaire par les banques. Alors, en Suisse, on avait imaginé, enfin, monsieur et ses amis avaient imaginé une alternative, une solution. Alors, il y en a plusieurs des solutions, mais celle-ci, elle avait l'avantage d'activer 3 mécanismes, enfin de désamorcer 3 mécanismes de ce que je vous ai décrit avant. Donc l'initiative Monnaie Pleine, elle était au vote le 10 juin 2018. Je vous donnerai si vous voulez des badges, il y a aussi des petits billets de 20 francs explicatifs. Elle proposait 3 choses. Elle proposait que les banques commerciales ne puissent plus créer du franc suisse. Elles pouvaient continuer à créer de la monnaie, mais qu'elles auraient dû appeler franc Crédit Suisse, franc UBS, mais elles n'avaient plus la possibilité de le nommer avec l'appellation de la monnaie légale en Suisse, qui est le franc suisse. La deuxième chose, donc c'était que la BNS, la Banque nationale suisse, qui était habilitée à partir de là à créer de la monnaie légale et de la monnaie en fait qu'on appelle la monnaie pleine. C'est pour ça que ça s'appelle monnaie pleine. La deuxième chose, c'est que nos comptes en banque allaient être enregistrés en dehors du bilan de la banque, donc n'appartenaient plus à la banque. Ça veut dire que si la banque fait faillite, nous on s'en fiche, on n'a pas besoin de la sauver parce que notre argent reste en dehors de son bilan et il est garanti par la Confédération. Donc du coup, on n'a plus besoin de prendre de l'argent aux contribuables pour sauver les banques. La troisième chose, c'est que la BNS s'engageait à verser, à mettre en circulation et à nous verser de la monnaie légale, soit via la Confédération, donc le pays, soit via les cantons, soit directement en les donnant aux citoyens. Donc c'était extrêmement révolutionnaire et extrêmement dangereux pour les banquiers et pour tous ceux qui profitent de ce système monétaire. Alors elle a été très férocement attaquée, à coups de mensonges, à coups de propagande, à coups d'arguments de la peur. On nous disait ça sera dangereux, vous allez perdre votre argent, les crédits seront trop chers. Il disait aussi, les arguments, c'était que c'était inutile parce que notre système marchait très bien comme il était. Alors bon, j'ai trouvé ça un peu moyen comme argument. Ça allait nous coûter cher, ça c'est aussi un argument qui est souvent présenté en Suisse. Dès qu'une initiative déplaît au système, on nous dit que ça va nous coûter cher, que ça va nous coûter cher, mais sans vraiment être précis sur comment ça allait nous coûter cher. Ils ont même été capables de mettre dans les livrets de vote, ça c'est ce qu'on reçoit par la poste chaque fois qu'on a une initiative à voter, pardon. Il y avait 7 pages qui étaient contre l'initiative, 7 pages, hein, et puis le comité d'initiative a eu droit à une seule page. Et dans les 7 pages d'argumentaire du Conseil fédéral, donc de nos autorités, il y avait des mensonges. Il y avait notamment le fait qu'ils disaient que les banques peuvent faire du crédit avec l'argent des épargnants. Ça, c'est un pur mensonge. Donc, quels auraient été les risques pour les banquiers si cette initiative était passée? Mais encore une fois, on va remettre le couvert, donc on n'a pas dit notre dernier mot. Ben forcément, les banques ne pourraient plus se verser des salaires mirifiques. Elles seraient un petit peu freinées dans leurs envies de spéculer en bourse et de dépenser, enfin, de créer de l'argent pour acheter des actions, les revendre, les acheter, les revendre, parce qu'elles sauraient dans ce cas-là très bien qu'on ne serait plus obligé de les sauver une fois qu'elles viendraient en faillite. Et puis, ouais, c'est ça en fait, parce que vous connaissez l'expression qui dit que les banques sont too big to fail. Cette expression serait devenue caduque.
Et puis, avec cette création monétaire de la Banque nationale qui injecterait de l'argent directement aux citoyens, sans dette, ça j'ai peut-être oublié de vous le dire, ça veut dire sans intérêt, alors forcément, l'endettement exponentiel dont je parlais avant serait moins exponentiel, pourrait être freiné, la croissance, on en aurait moins besoin, le risque de récession et de chômage diminuerait, et on aurait peut-être moins de stress, moins de suicide. Enfin, tout le mécanisme pervers de l'endettement, de la monnaie-dette, serait atténué, en fait. C'est ça, la récession? Alors, la récession, c'est le fait qu'il y ait moins d'argent dans l'économie. C'est comme un jeu de chaises musicales. On vous enlève une chaise, on vous enlève une autre chaise, on vous enlève une autre chaise, à la fin, il n'y a plus de chaise. Si on ne s'endette pas toujours pour remettre des chaises, on n'arrive plus à faire des transactions, puisque dans notre système, on fait des transactions avec l'argent. Mais on pourrait imaginer, et d'ailleurs on a des idées là-dessus, pour faire des transactions, c'est-à-dire fournir un service ou un bien, ou alors recevoir un service ou un bien, sans argent, avec simplement une comptabilité qui dirait, ben tiens, toi tu m'as donné quelque chose avec cette valeur-là, moi j'ai donné quelque chose avec cette valeur-là, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de l'argent pour ça? C'est comme, moi je dis souvent, est-ce qu'on a besoin d'acheter des minutes pour compter le temps qui passe? Est-ce qu'on a besoin d'acheter des degrés Celsius pour savoir quelle température il fait? En fait, la monnaie, ça devrait être juste un outil comptable. Alors cette initiative, après tout le matraquage institutionnel qui a été déployé pour la faire échouer, alors le résultat a été que la population a voté, en tout cas ce qu'on nous a annoncé, c'était à 76%, 76% de non. Mais une anecdote qui est intéressante quand même à connaître, c'est qu'à Genève, l'initiative était donnée comme gagnante à 15 h. On était ensemble, le 10 juin. C'était marqué il y avait plusieurs journaux qui titraient Genève a voté oui à monnaie pleine. Et 2 heures plus tard, le résultat c'était que Genève était soi-disant à 40% de oui. Il faut savoir qu'en Suisse, on vote essentiellement par correspondance. Donc, les services de votation ont déjà les résultats avant le jour de votation. Donc, ce changement de plus de 50% à 40% est impossible en 2 heures. Donc, on peut se demander s'il y a eu de la triche. Voilà, je vous laisse avec cette question. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez être remboursé de votre entrée, on a des billets de 20 €.